Donc on va commencer avec Pascal Alazetta et Muriel Les Montpellier. Alors, ce qu'on va vous présenter un peu particulier, c'est une... Pascal a tendance à dire que c'est une commande idéale. C'est comme ça que tu l'avais... en tout cas, c'est un archétype de commande favorable à toutes les questions à traiter. Et effectivement, aux échanges urbains à Toulouse, le 29, le CAE avait proposé une petite introduction sur le cas de Muriel, puisque nous sommes intervenus, nous, CAE, au sein de la mission de conseil aux collectivités, en amont, à la demande, c'était une nouvelle municipalité, suite au municipal de 2014, qui voulait mettre très rapidement en marche son programme, ce qu'elle avait annoncé, et qui a demandé au CAE de fabriquer une méthode d'approche sur la base d'enjeux identifiés en commun. Donc Muriel et Montpellier, vous situez, c'est le nord de Montpellier. On est dans la seconde couronne, c'est une commune d'environ 1900 habitants. Qui a une caractéristique, c'est d'avoir encore l'aspect d'un village, malgré des extensions assez fournies. Quand je dis extension, pavillonnaire, avec toutes les typologies possibles. Donc c'est dans ce contexte un peu hybride. Et ce travail préalable, on l'a fait en partenariat avec la métropole, avec les services de la métropole. Et on a monté une consultation ouverte aux professionnels, et c'est l'agence Traverse qui donc a remporté cette consultation et qui s'est mis à travailler. Alors effectivement, là, vous avez la situation, le contraste entre le site archéologique et les extensions urbaines, et notre travail d'identification des enjeux que je ne vais pas détailler parce qu'en fait, toi, tu vas le reprendre largement, mais la cartographie à gauche montre la place à la fois du centre ancien et du lit d'une rivière sèche qui regroupe de part et d'autre tous les équipements publics. Donc c'est un peu la géographie, on va dire, et l'identification des polarités qui étaient posées là. Et à partir de notre travail préalable, on a identifié plusieurs thèmes. Celui des extensions urbaines, bien sûr, que la municipalité voulait limiter. On avait une grande ZAC projetée. Celui du renouvellement urbain en travaillant sur des entités foncières préidentifiées. Celui on fait un distinguo, du réinvestissement urbain, c'est-à-dire travailler sur le milieu pavillonnaire et ses possibilités de densification. Et enfin, il y avait un dernier thème qui était celui de reconstituer, de recomposer une centralité proche du centre ancien, avec de nouvelles qualités et de nouvelles façons d'habiter. Donc on est bien dans des étapes de réflexion amont. Oui, donc je ne sais pas si j'avais dit idéal comme projet, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des étudiants non plus dans la salle, mais c'est vrai que c'est un projet en fait assez simple comme sujet, assez évident et où tout s'est bien passé. Le maître d'ouvrage comprenait, disait oui. Enfin, c'était un cadre assez, un peu un cas d'école, quoi, vraiment. Et en plus, qui touchait effectivement à différentes thématiques de la planification urbaine. Donc le contexte, Sylvain l'a posé, on est dans la métropole, enfin dans les limites administratives de la métropole de Montpellier, avec donc la ville de Montpellier ici, et puis les communes satellites immédiatement autour, et puis celles qui s'étendent un peu dans la plaine. Mais Muriel a vraiment la particularité d'être séparée en fait géographiquement de ce contexte très urbain, parce que la commune se situe sur les premiers reliefs, en fait, sur les premiers coteaux de garrigues. Et en fait, on est dans un paysage qui est assez préservé, qui est à 10 minutes à peu près par l'autoroute A75 qui passe au nord, mais qui est complètement coupé. Donc on a mis cette première image en fait d'arriver sur le village, donc c'est juste après le virage qui est au fond, mais on quitte l'autoroute et on lâche prise en fait vraiment avec le vocabulaire autoroutier, de glissière, tout ce qui accompagne la ville et puis son langage. Et donc, on est vraiment dans une campagne qui est assez jolie, qui est très protégée, qui sillonne un peu dans les vallons, avec une viticulture qui est encore très, très active. Et ça nous a beaucoup guidés, en fait. Je pose cette image-là parce qu'elle, dans les aménagements qui devaient être pensés ensuite,
on avait en permanence cette idée-là qu'on était ailleurs et qu'il fallait préserver ce cadre de vie vraiment. Donc le village, c'est assez simple, un village perché, ici au centre, avec l'église en haut, les écoles à côté, la cave coopérative, et puis la mairie qui a été déplacée récemment, dans un vieux chai qui se trouve en contrebas. Des extensions, tout un quartier des années 70, donc des grandes parcelles, des plutôt grandes maisons, en fait, sur les premiers tissus pavillonnaires. Une extension moins réussie, un petit peu plus difficile des années 90 ici. Mais relativement quelque chose qui ne s'est pas encore étendu. Le village étant perché, on le perçoit encore très bien. Et donc ça donne ça, le village de Murviel est là, ancien, et ce grand quartier des années 70, il a 50 ans aujourd'hui, il y a un couvert végétal qui s'est installé, donc il est relativement intégré dans le paysage. Alors on sent que ça peut devenir problématique. Enfin, la pression foncière est très très forte, puisqu'on a 10 minutes de Montpellier, mais pour l'instant, ça reste assez joli et agréable. Donc, les 4 sujets qui étaient posés par le cahier des charges auquel on a répondu. Le premier, celui de l'extension urbaine ici. Une question sur la densification du lotissement années 70. Une autre question sur une densification, mais alors là, d'un tout autre type. On est sur un versant vraiment assez accusé, on le verra. Et puis... la quatrième était celle qu'on appelait la centralité, qui se situe donc entre l'église et la mairie, donc l'idée d'une petite polarité avec des commerces, une place du marché, etc. Donc voilà, en ça, je trouve qu'elle est assez classique, cette étude, on touche un petit peu à plusieurs sujets dans un cadre assez intéressant. Donc on a commencé avant, on va revenir sur ces bulles, mais avant même, je ne vais pas le développer du tout ici, mais je voulais le montrer quand même, on a fait quand même un premier travail beaucoup plus général sur le village que les sites qui étaient donnés. On avait du mal, on ne pouvait pas directement s'attaquer à la densification ici, par exemple, si on n'avait pas regardé comment ce quartier est relié au quartier qui est là, au quartier qui est là-bas, au village, etc. Donc il y a eu quand même tout un travail que je passe ici de diagnostic et puis de schéma d'ensemble pour en arriver directement aux 4 sujets. Alors le premier, celui de l'extension, la municipalité avait été quand même élue. Ce n'était pas une municipalité politique, c'est une municipalité qui s'était constituée, une équipe municipale qui s'était constituée en opposition à un projet de ZAC qui devait faire, de mémoire, 24 hectares et qui occupait, depuis la route départementale qui arrive au nord, qui occupait en fait tous les coteaux au nord jusqu'à l'est ici. Et donc, il y a des habitants du village qui avaient trouvé ça un petit peu exagéré, 24 hectares là-bas, qui avaient donc fait une liste, qui avaient été élus sur ça, et donc ils ont gagné, et ils ont réussi à faire tomber le projet de ZAC. Mais dans la transaction, c'était pas une transaction, il paraît, mais il restait quand même 4 ou 5 hectares qui étaient imposés et qui devaient être construits ici, être réalisés. Donc nous, c'est vrai que c'est pas là qu'on aurait mis une extension, a priori. Dans l'idée d'habiter sans s'étaler, je pense qu'on n'aurait pas été aussi à l'est. On aurait beaucoup plus voulu ramasser en fait le village autour du village ancien, mais on s'est dit que c'était peut-être bien aussi, non pas que c'était bien, mais qu'on allait en profiter pour redéfinir en fait les limites et l'entrée du village, puisqu'on le voit ici, vous le percevez, on est dans un habitat qui est très diffus, qui est vraiment sans qualité. On voit bien les maisons gagnent de plus en plus. Vous imaginez les clôtures, les cairons pas enduits, les maisons qui avancent comme ça. Donc on s'est dit c'est peut-être l'opportunité en fait de vraiment créer une limite volontairement, un nouveau quartier et de faire des choses ici. Alors on avait la chance parce qu'au nord de Murviel, quand on arrive par cette jolie route, on a un petit hameau viticole du 19e qui devait préexister au lotissement. Et donc, on a pris ça un petit peu comme un exemple, parce qu'en fait, quand on arrive, donc c'est ce lieu, immédiatement, on passe de la campagne à immédiatement une petite place de village. Alors en fait, on ne touche pas le vieux village, mais on le voit, il est juste en face, comme il est perché, on perçoit le clocher, tout. Et en fait, la sensation est très agréable, c'est-à-dire qu'on quitte la campagne et immédiatement, on sait qu'on est arrivé. C'est-à-dire on ne passe pas par une première zone d'activité, ou des lotissements, ou des maisons isolées, ou des choses comme ça. On est immédiatement... On sait qu'on est arrivé. Même moi, la première fois que j'étais là-bas, je ne connaissais pas du tout le village, mais c'est très net. Il y a un seuil, il est marqué, il est urbain. Donc voilà, c'est une petite place qui est comme ça. Donc il y a 4 maisons, mais ça marche très très bien. Et puis c'est ravissant, c'est assez joli et ça crée vraiment une ambiance. En référence à ce que j'ai dit avant sur la campagne, ça donne vraiment... je pense, une façon d'habiter ce village-là qui lui correspond, et qui correspond à beaucoup de villages, je pense, languedociens. Donc on a réutilisé ça, on s'est dit on va faire ça, on va faire une petite place, alors à une autre échelle, d'une autre façon, etc. Mais on s'est dit on va commencer le projet par ça, par marquer un seuil qui traverse la départementale quand on arrive à l'est, et tout de suite on crée une place. On a un petit peu regardé évidemment des questions de lien vers le nord, vers l'est, essayer de retrouver des bouts d'impasse qui n'aboutissaient pas, des choses comme ça pour faire un maillage.
Et puis on a proposé des intensités. Donc l'intensité la plus forte étant la grille foncée, qui était autour de la place. Donc on venait simplement refaire une vraie place de village. Donc l'idée étant, on arrive, on passe le seuil, on comprend qu'on est arrivé. Il y a le bâti, une intensité intermédiaire sur le gris moyen. Là, on proposait un petit peu d'habitat plutôt en bande, plutôt assez structurant. L'idée étant de venir marquer les rues, en fait, les rues les plus importantes. Et puis l'intensité la plus faible, on l'a positionnée contre les maisons existantes. On se disait, déjà que pour elles, ça serait plus doux comme transition, plutôt que de mettre du collectif ou en fond de jardin. Et puis d'autre part, nous, ça ne nous gênait pas parce que non plus on ne les voyait pas en fait, puisqu'elles étaient comprises entre les rues qui, elles, étaient relativement denses en termes de bâti, et puis des choses qui étaient déjà constituées. Alors là, c'est un petit peu caricatural, on ne l'a pas montré, je ne l'ai pas montré la semaine dernière. Cette image, on ne l'adorait pas, mais en même temps, elle montrait vraiment l'intention, qui était donc il y avait une demande de la municipalité d'habitat collectif pour des jeunes couples qui essaient de s'installer, etc. Donc on avait positionné d'abord c'est du R+1, R+2 autour de la place. On s'était dit des petites maisons en bande, enfin prenez-le vraiment avec des précautions, mais c'était des petites maisons accolées, jumelées, etc. qui dessinaient les rues, et puis donc à l'arrière des grandes parcelles. Alors l'idée aussi était de dire les petites maisons qui ont des petites parcelles, qui ont des petits jardins, qui ont 50 ou 100 mètres carrés de jardin, c'est tant mieux parce qu'elles auront derrière elles bénéficieront des grands arbres et des grands jardins qu'il y a sur les parcelles qui sont beaucoup plus grandes. L'idée était bien sûr d'adresser toutes les parcelles sur les rues, d'arrêter avec le système de raquettes et d'impasses, de desservir directement. Et puis il y avait une mixité aussi programmatique qui avait été demandée. Il y avait des activités agricoles en fait. Il y avait des petits ateliers qui avaient été. Les jeunes agriculteurs qui souhaitaient avoir du logement collectif avaient aussi besoin de petits ateliers agricoles, donc on les avait positionnés en face de la place. Il y avait une maison de retraite qui existe déjà dans le village, qui devait être délocalisée pour des raisons un petit peu d'aménagement et de vétusté. Et puis il y avait un projet d'habitat participatif aussi sur le village, donc on positionnait tout ça en face. Il y avait aussi la volonté de dessiner vraiment un paysage, donc ce que je disais sur les limites et sur l'entrée du village, avec sur les parties les plus hautes, les terres les plus sèches, de reconstituer des olivettes et des vignes. Il y en avait encore, mais là, comme on était en bordure d'urbanisation, ça commençait à devenir des reliquats, des choses un peu en friche. Donc de venir les ramener vraiment pour constituer la limite par une rue arborée au nord. Il y avait donc l'idée des jardins, d'un jardin partagé avec l'habitat participatif, et puis du jardin de la maison de retraite dans les terres qui étaient plus profondes, plus fertiles, au bord du cours d'eau en bas. Et puis on avait de la chance parce que le cimetière était trop petit, il fallait l'étendre. Et donc, on trouvait que c'était justement une très belle façon d'arriver dans le village que d'arriver par une silhouette arborée de cimetière, une image comme ça un petit peu identitaire du village. Donc voilà, toute la lisière était recréée. On arrivait par la silhouette du cimetière, on passait une petite place, et puis voilà. Donc un projet assez simple. Alors, il n'a pas trop quand même été suivi comme ça. On a un peu eu des nouvelles de la suite. Voilà, il y a eu des raquettes qui sont apparues. Je crois que la place est plus tout à fait à l'heure du jour. Bon, voilà. Mais ça, c'est la vie du projet qui continue. Mais aujourd'hui, je livrais la réflexion qui avait été menée. Donc, la question de la densification dans le premier quartier, qui s'appelle Sur les Jardins. Donc, ce quartier des années 70, jusqu'à aujourd'hui, ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a des grandes avenues qui le traversent. Donc, je vous disais, les jardins sont très installés. C'est des grandes parcelles. Il y en avait qui faisaient 3000 jusqu'à 5000 mètres carrés. Donc c'est vrai que la végétation était très présente, c'était assez beau. Elle était rarement, là c'est une des exceptions, elle est sur l'espace public. En général, elle était plus sur l'espace privé. Mais bon, voilà, donc une dimension très très végétale et assez agréable. Et puis, c'est un petit peu brutal, mais il y avait une mutation en cours. Donc il y a 5 ou 6 parcelles qui ont été vendues, qui ont été divisées, qui ont fait l'objet de divisions parcellaires. Et puis, par simplicité, donc l'opérateur décide que chacun a son entrée. Donc voilà, une parcelle, ça fait 4 entrées, une et puis 2, parce qu'on ne peut pas mutualiser les allées, parce que les gens, après, ils se disputent pour entrer la voiture. Donc il y a 2 allées et puis une 4e entrée qui est là. Donc il y avait 6 parcelles sur le lotissement qui venaient récemment qui apparaissent et qui sont celles-ci. Et c'est vrai que les gens étaient un petit peu choqués parce que c'était pas réglementé. En même temps, il n'y avait pas moyen de dire non, vous faites pas ça, puisque si vous le vendez. Donc voilà la question de la municipalité qui était vraiment très sincère. Ils se disaient mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on laisse ça ? Alors c'est difficile parce que moi je pense que poser des règles, ça a des limites aussi. C'est pas forcément. Je pense que si les gens sont pas de bonne volonté, c'est difficile. Que le projet soit bien.
Donc, on avait quand même essayé de regarder, on avait mis en place tout un petit catalogue avec le vocabulaire de qu'est-ce que c'est une entrée en recul, dans l'existant. On avait fait comme ça, enfin là, c'est quelques extrêmes, il y en avait beaucoup plus. Voilà, comment on suit la pente, comment on garde la voiture en dehors de la maison, comment on laisse de la végétation arborée, enfin bon, bref. On avait mis en place on essayait de comprendre comment ça se passait, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on pouvait essayer de prolonger ou pas, ou d'interdire. Enfin bon, c'est une petite réflexion. Voilà, je dis qu'il y a des limites parce qu'on peut, même si on impose ça, enfin là j'ai pas le temps de montrer beaucoup de photos, mais par exemple, il y avait beaucoup d'abris de voitures, mais bon, évidemment, il y en avait un en plastique, un en métal, un en bois, un en je sais pas quoi, un gris, un rose, un vert. Enfin, même si, enfin, on sait pas bien où on s'arrête, quoi. On va pas dire on veut un abri rose, ou on veut, enfin, voilà, les gens l'interprètent d'une façon qui... On s'est dit, voilà, c'est pas comme ça qu'il va falloir fonctionner. Il va vraiment falloir fonctionner sur la structure du quartier, plus, et essayer de faire comprendre ça. Donc, on a dit, par exemple, nous, ce qu'on souhaite, c'est que soient maintenus les grands jardins. Enfin, il nous semble que pour ce quartier, ce qui participe à l'espace commun, qui est vrai pour tout le monde et dont tout le monde bénéficie, c'est à la fois les arbres, évidemment. Donc, qu'ils soient dans les grands jardins ou sur les grandes avenues qui étaient arborées. On s'est dit, ça, par exemple, ça fait partie des invariants, ça sera maintenu. Là-dessus, on a essayé de repérer tout ce qui était les carrefours, les petites placettes là, en fond d'impasse, tous les lieux qui pouvaient être des supports de petits projets en fait, de quartier, les arrêts de bus, voilà, tous ces petits lieux en fait, mais qui font que les gens y vont en fait et qu'il se passe quelque chose. Donc on avait dit ça, il faudrait les aménager, c'est-à-dire il faudrait réduire les emprises routières sur un carrefour, il faudrait arriver à mettre un banc, un arbre, voilà, des petites choses qui fassent un petit peu vivre le quartier. À partir de là, on avait créé des cheminements, en fait, justement, pour venir percer. Donc là, c'était l'idée des emplacements réservés au PLU, puisqu'on est dans le cadre d'un PLU de la métropole de Montpellier qui devait être modifié. Donc, poser des emplacements réservés pour venir retravailler tous les liens, pour éviter que les gens prennent leur voiture, parce qu'on avait des îlots immenses avec ces systèmes d'impasse. Donc voilà, de venir un petit peu percer tout ça et retravailler pour faire évoluer le quartier. Et puis la dernière décision était de créer 2 intensités de bâti à venir, enfin en termes de densification. Et nous, l'option qu'on avait privilégiée, qui n'était pas celle qui était attendue, qui a fait vraiment débat, c'est qu'on a dit le long des grandes avenues et sur les grandes parcelles, en fait, on redivise pas beaucoup. Alors que ce que tout le monde attendait, c'est qu'une grande parcelle, elle se divise beaucoup parce qu'il y a plus de place. Et nous, on a dit, pourtant, dans ce quartier, ce qui nous semble intéressant, c'est vraiment de maintenir ce côté très arboré, très généreux, très doux, en fait, des aménagements. Et donc, on trouvait que plutôt... il valait mieux venir densifier. On pourra y revenir s'il y a une discussion après. Mais voilà, nous, on a proposé plutôt d'intensifier les cœurs d'îlots que les espaces publics, enfin qu'au bord des espaces publics. Le deuxième quartier de densification, donc lui, se pose dans un tout autre contexte. On est sur la silhouette du village. C'est vraiment un mélange assez réussi et très joli, comme ces villages-là, de construction et de végétation qui s'entremêlent. Donc l'idée était d'essayer au maximum de maintenir ça, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de parcelles au milieu de tout ça, en plan, que les gens souhaitaient en fait investir pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc là, pareil, on a essayé de poser un invariant. L'invariant, c'était le fossé. On a dit, voilà, il y a un cours d'eau qui descend. Là, on ne construit pas. Enfin, à qui que ce soit, quelles que soient les parcelles, on laisse ça. On crée un parc, en fait, un grand parc public. On laisse la végétation et c'est ce qui permettra d'avoir cette silhouette conservée après. Donc après, par rapport à la topo, on avait fait un dessin vierge, c'est-à-dire que soit sur les plateformes les plus horizontales au pied du versant, soit en épousant une topographie qui était plus douce ici, on crée un schéma vierge. On vient positionner, alors là de façon assez aléatoire ce dessin, mais par rapport à la topo, il s'explique vraiment. On vient positionner des parcelles sur les replats avec 2 intensités de nouveau. Les plus en vue, les plus hautes, c'est le gris clair. Et puis on trouvait qu'il y avait une possibilité de densifier un peu plus, d'avoir un habitat plus serré sur les parties basses qui étaient d'une part moins visibles parce que le cours d'eau passait là en bas, donc derrière un rideau végétal. Et puis de toute façon, elles étaient à l'horizontale, donc elles étaient beaucoup moins perçues par le relief. Donc dans le parc, on profitait pour gérer les eaux, faire un bassin, enfin recueillir tout ce qui était pluvial, et puis un petit parking au centre aussi. Voilà. Enfin, donc là, on est vraiment dans un cas de figure qui est l'adaptation à la topographie et surtout le maintien de la silhouette qui nous plaisait bien. En coupe, alors ça paraît aléatoire, mais c'était vraiment regardé sur le versant. En coupe, les petites maisons qui apparaissent, les nouvelles là en foncé. Sur un avant-après en image, donc voilà, la photo avant au-dessus, et puis on voit les constructions, je ne sais pas si vous les distinguez.
voilà, qui apparaissent un petit peu partout. Il y en a, elles sont plus ou moins derrière les arbres, plus ou moins. Voilà. Mais l'idée était de préserver cette silhouette. Et puis le dernier sujet, c'était le cœur du village. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite épicerie. Et puis là, il y a des commerces. Alors un bureau de tabac, un restaurant. C'est sur un remblai, donc le village, hein, la topo, vous imaginez, le point haut est ici, et puis là on descend jusqu'au cours d'eau, en fait, ici. La mairie donc, est positionnée là. Et en fait, ici, à partir du carrefour, il y a un grand remblai qui a été fait, c'est tout horizontal. Et il y a un grand mur de soutènement, et derrière, il y a la mairie. Et donc ça ressemble à ça. Donc on est vraiment sur la limite 19e, voire médiévale, hein, du village. Et on a ces commerces qui sont posés comme ça sur une plateforme, avec un parking devant. La municipalité souhaitait déjà réfléchir un petit peu à tout ça, pouvoir faire une opération un petit peu rentable de construction aussi, de logement, répondre aussi à une demande, hein, de logement sur le village, et puis aménager aussi une place qui serait la place qui recevrait le marché, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc la première idée a été, donc là c'est l'existant toujours, on descend du village, de la place de la Vierge, donc avec cette grande banquette horizontale sur laquelle sont implantés les commerces, un mur de soutènement avec un grand escalier, et la mairie en dessous ici, et puis le cours d'eau. Donc le premier principe a été bien sûr de retravailler le nivellement, de descendre beaucoup plus en douceur en fait, d'arrêter cette plateforme et ce mur de soutènement, donc de retrouver une place. Il y avait 2 hypothèses qui ont été dessinées. Alors la première chose, là par contre aussi, qui n'a pas été changée sur les 2 hypothèses, c'était que directement en bas du village, on crée une grande place. Donc c'est là que le marché viendrait s'installer, les jours de marché. La route qui était toute droite vers les lotissements en fait est déviée. Donc maintenant on la prend d'ici, enfin dans le projet. On la prend d'ici, elle était un petit peu déviée, elle permettait d'installer des stationnements un petit peu à l'arrière de tout ça. Les nouveaux commerces étaient positionnés sur la place, donc le restaurant, il doublait leur surface puisqu'il y avait des demandes d'installation. Le restaurant, l'épicerie, etc. Au centre, donc dans la descente du village, il y avait un grand emmarchement qui descendait dans l'axe de la rue, avec une solution de logement collectif et une solution de petites maisons en bande, alors beaucoup moins rentable, mais nous, on l'a trouvé jolie. Et puis voilà, la solution collective. Avec les coupes donc, sur les logements ici, un petit peu en avant sur le grand emmarchement en fait, qui descend et la continuité donc, piétonne. Et puis, si on s'avance un petit peu plus, la dernière coupe sur les commerces. Voilà. Et le plan global avec les différentes loupes. Eh bien, merci, j'ai fini. Bonsoir. Donc, la présentation que je vais vous faire va s'appuyer sur trois expériences de 3 types différents. Et je pense prendra assez bien la suite, effectivement, du travail de Pascal, de Traverse sur Murviel. Très rapidement, le travail de notre agence se répartit vraiment sur des échelles très différentes, des territoires, des projets de logement ou de ZAC, d'aménagement urbain, et des projets plus de détail. J'ai également réalisé et participé à différentes recherches sur l'étalement urbain et j'ai présenté une thèse doctorale à Barcelone en 2005, comme Sylvaine l'a expliqué tout à l'heure, sur la ville par paquet, donc complètement sur ces sujets-là. Et ce qui m'a intéressé particulièrement après, dans le cadre de mon expérience professionnelle, c'est de pouvoir, et de ma pratique professionnelle, c'est de pouvoir justement aborder beaucoup plus concrètement les sujets qui avaient été vus dans le cadre de la recherche. Donc ce soir, je vais essayer justement de traiter de cette question. Tout d'abord par un projet de ZAC, comme on dit, une zone d'aménagement concerté. Alors les 3 exemples, il y en a 2 qui sont dans le Gard. C'est pas parce que mes origines gardoises, on est dans le Salut de l'Hérault, mais voilà, c'est le hasard. Nage et Solorgue, c'est dans l'Avonage. Donc c'est une ZAC qui fait 9 hectares pour 160 logements. Aujourd'hui, ce serait difficile puisque les extensions sont de plus en plus comptées. Et dans un secteur, comme vous pouvez le voir ici, très particulier, puisque c'est vraiment le début de la plaine pour une commune qui s'est essentiellement développée, vous le voyez très bien sur la photo aérienne, sur les collines, à partir avec de relativement grandes parcelles. Point important aussi de ce périmètre, donc le périmètre avait été défini de façon un petit peu, disons, compliquée au niveau du PLU, certainement pour des raisons X ou Y. Donc on a un périmètre qui est assez découpé et dont on voit très bien dans la première esquisse sur laquelle on avait travaillé qu'il y a des entités qui sont très claires
qui correspondent effectivement à des passages de chemin ou des passages de ruisseaux. Donc on avait proposé différentes solutions et différentes hypothèses à la commune en termes d'aménagement, dont l'hypothèse de travailler vraiment sur 3 entités plutôt que de relier par une voirie qui serait une périphérie, un périphérique d'une certaine façon, ces trois pièces, de travailler sur 3 pièces qui correspondaient aux 3 phases de développement et plus en relation avec la commune, avec le centre du village, qu'en relation réellement entre elles-mêmes. Ensuite, le lien entre ces différents quartiers, on l'a réalisé à partir d'un ensemble de la limite avec la plaine. C'est la limite d'urbanisation pour normalement un certain nombre d'années. Et cette limite, elle est constituée d'une bande verte, d'une lisière de paysage qui comporte dedans, c'est le point bas, donc qui comporte tous les bassins de rétention et tous les aménagements hydrauliques qui sont intégrés dans une sorte de parc. On a essayé d'avoir une continuité verte à l'intérieur de cette bande que vous pouvez voir ici et qui sont parcourus, surtout cette limite, elle est parcourue par un chemin piéton qui est légèrement surélevé, donc qui permet d'avoir de grandes vues sur la plaine agricole, sur les vignes, et qui permet de donner aussi un certain nombre d'espaces publics aux habitants et aux différents logements des quartiers. C'était effectivement le point bas, donc l'aspect hydraulique était très important. On a travaillé avec un paysagiste qui est de Barcelone, qui s'appelle Albert Castejon, avec qui on travaille assez souvent. Et on avait fixé comme prérequis, quelque part dans le projet, d'avoir quasiment 50% d'espaces libres. Et à l'intérieur de ces espaces libres, d'avoir une très grande partie en non imperméabilisé, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'espaces verts, plantés, pas seulement des arbres, mais aussi du sol, qui soit du sol non imperméabilisé. C'était un des points qui avait beaucoup plu à la commune et sur laquelle la commune s'est engagée ensuite pour le défendre auprès de l'aménageur qui a réalisé cette opération. Ici, vous avez une vue des bassins, justement, qui ont été réalisés avec le cheminement piéton qui est ici, et les vues qu'offre ce cheminement piéton sur la plaine. Autre point qui nous paraissait très important dans ce type d'aménagement, c'était s'étendre, mais ne pas s'étendre dans le cadre qui existait, le cadre de territoire et de paysage, et ne pas ajouter, c'était un des points de l'analyse aussi que j'avais pu faire sur les lotissements, de ne pas gommer complètement le territoire et de ne pas effacer tout ce qui existait au préalable, mais au contraire plutôt de le faire ressortir. Donc dans ce cas-là, dans le schéma que vous voyez à gauche, on a travaillé sur des chemins, à partir de chemins qui ponctuaient et qui étaient des limites à ces 3 espaces, chemins et cours d'eau. Il se trouve qu'on a eu de la chance, puisque en cours d'étude, ce chemin qui avait été gommé et récupéré par l'aménageur pour être construit, grâce au PPRI qui a été révisé à ce moment-là, il est devenu inondable. Donc, ça nous a permis de le conserver également. Donc, on a vraiment ces 2 chemins qui ponctuent l'opération et qui sont laissés tels quels, non aménagés en piste cyclable ni en cheminement complètement imperméabilisé, mais laissés vraiment tels des chemins ruraux et avec une fonction hydraulique qui était très importante. Donc, vous voyez ici notamment que les murs en pierre sèche ont été conservés, les arbres qui sont en limite ont été conservés. Et ici, vous avez les maisons, à certains endroits, qui arrivent assez proches du fossé, mais qui bordent un chemin qui reste tel qu'il est. On a travaillé également sur la première tranche sur un ensemble de logements sociaux pour un toit pour tous, 16 logements sur une parcelle de 2500 m², donc on était relativement dense, que du R+1. Et avec un système on avait essayé de faire en sorte que cette densité soit vécue aussi de façon un petit peu, correspondre à un mode d'habiter un petit peu différent. Donc on a travaillé sur un principe de chemin piéton et d'allées piétonnes en stabilisé, avec ici aussi le minimum d'imperméabilisation. Un bâtiment qui fait l'alignement sur la rue, un autre bâtiment, le 4, qui est complètement ouvert sur les vues sur la plaine, et ensuite des bâtiments plutôt de cœur d'îlot, mais qui donnent également sur le chemin rural qu'on a vu tout à l'heure. Donc,
une densité forte, mais un aménagement à l'intérieur qui fonctionne aujourd'hui assez bien d'après les retours qu'on a. Donc ici, vous avez des photos de l'intérieur et du bâtiment sur rue. La suite, l'autre exemple, c'est la commune de Laudun-l'Ardoise, dans le Gard également, et pour laquelle nous réalisons en ce moment un PLU. Le point qui nous intéresse particulièrement dans ce cas, c'est la question des opérations d'aménagement et des orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, qui sont définies à l'intérieur des PLU et qui constituent un outil, à mon sens, très intéressant, notamment par rapport à l'expérience dont a parlé Pascal précédemment, pour pouvoir ancrer. On n'a pas toujours des élus qui sont de très bonne volonté. On a parfois des élus qui sont aussi très, très amis avec les promoteurs ou les lotisseurs. On a des cas de figure qui ne sont pas toujours très favorables. Pascal a eu de la chance, on n'en a pas aussi souvent qu'elle. Et donc, un des éléments qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir comment on arrive, et c'est ce qui nous intéresse dans les PLU, comment on arrive à ancrer certaines choses, puisque le PLU, une fois qu'il est approuvé, l'avantage, c'est que c'est relativement barbant pour tout le monde. Ça intéresse peu de gens. Donc, finalement, il n'y a pas grand monde qui regarde dans le détail ce qu'on fait. Donc, les orientations d'aménagement peuvent être... on arrive à faire passer un certain nombre de choses dedans, parfois, sans le vouloir ou sans que trop de monde s'en aperçoive. On est arrivé sur une commune sur laquelle il y avait un certain nombre de zones AU, ce qui sont les secteurs noirs que vous pouvez voir ici. Quand on a commencé, il y en a certaines qui ont été réduites, mais on a essentiellement travaillé sur la façon d'intégrer, finalement, de donner une cohérence d'ensemble à ces opérations, à l'échelle du village, à l'échelle de l'ensemble urbain, puisque Laudun, c'est Laudun et l'Ardoise, ce sont deux ensembles urbains différents, mais aussi à l'échelle de chacune des opérations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va définir dans les orientations d'aménagement pour garantir que derrière, effectivement, il y ait une limite verte des cheminements piétons tels qu'on les avait réalisés, par exemple, sur la ZAC précédente, et comment on va inscrire des continuités, finalement, faire que l'opération 1, plus 2, plus 3, plus 4, au lieu d'être, comme vous le voyez sur une partie de la photo aérienne, des pièces qui s'imbriquent plus ou moins bien, finalement, assure une continuité de chemin, de parcours, et une continuité aussi de trame verte et de trame bleue éventuelle. Donc on a travaillé sur différents secteurs, celui en limite du village, celui en extérieur également, où ici, on sait qu'on va avoir 5 ou 6 opérateurs différents. Et donc on travaille dans le cadre de l'orientation d'aménagement sur un axe central avec une épaisseur verte très, très, très importante, qui va regrouper un petit peu comme sur la ZAC de Nage tous les espaces, tous les bassins de rétention dans une sorte de parc linéaire qui permet d'assurer la continuité entre ces différents espaces. On avait redéfini aussi la limite avec les vignes de façon à ne pas perturber trop le découpage des vignes tel qu'il avait été fait par le zonage précédent. Et on assure aussi des porosités, des trous, des continuités de chemin agricole à l'intérieur du plan. Donc de la zone qui est AU qui est définie au PLU, à l'intérieur, on rentre beaucoup plus dans le détail de façon, et ça c'est ce qui rentre dans l'OAP par la suite, on l'avait matérialisé dans un premier temps de cette façon, de façon à inscrire des trames vertes, des largeurs, des trames aussi de rue, et également on était rentré même dans des niveaux de densité imposés sur certains secteurs. La commune a souhaité ensuite avoir une position un peu plus light dans ce qui était écrit, donc on est arrivé à une position, une orientation d'aménagement qui finalement fixe un cadre, qui est un cadre essentiellement de paysage, de continuité aussi urbaine, de liaison, de voirie, de hiérarchie de rues à l'intérieur de l'opération, de percées qui sont maintenues avec les vues qui correspondent, et de poches vertes à certains endroits par rapport aux souhaits, aux limites qui sont à créer dans cette opération. Donc vous avez ici, c'est une orientation d'aménagement un petit peu particulière, puisque c'est une orientation d'aménagement qui fait règlement à elle toute seule. C'est-à-dire que vous avez ici l'ensemble du règlement qui est imposé, les emprises bâties, les coefficients d'imperméabilisation, les hauteurs maximales, le paysage, les alignements d'arbres, les massifs boisés, tout ce qui est fixé en fait sur un plan et sur des principes de coupe, de profil, de rue,
pour être sûr d'avoir les alignements d'arbres qu'on souhaite, pour être sûr d'avoir des bassins de rétention sur la commune. 9 bassins de rétention sur 10 sont complètement grillagés, encaissés, grillagés, non accessibles. Donc c'est une des premières choses qu'on a faites, c'est ça, c'est de donner des règles d'aménagement d'ouvrages hydrauliques, de façon à ce que tous les bassins soient réalisés de cette façon. Et ça, c'est ancré et écrit dans l'orientation d'aménagement, ce qui fait qu'une fois on a eu le cas sur une opération qui se faisait en même temps à peu près que le PLU, et ils ont dû effectivement ajouter un cheminement piéton, reprendre les coupes des bassins de rétention, donc c'est relativement efficace, même si l'orientation d'aménagement n'était pas encore approuvée. Dernier exemple pour parler d'étalement urbain ou de non-étalement urbain, puisqu'aujourd'hui, la politique, c'est zéro extension, ou en tout cas le minimum possible. Une commune dans l'Hérault, cette fois-ci, Fontanès. Il y a un Fontanès dans le Gard, mais là, c'est Fontanès dans l'Hérault, et qui est dans le Pic Saint-Loup, vers Valflonès, après Valflonès exactement, après Saint-Mathieu-de-Tréviers et Valflonès, dans une plaine agricole. Ici, vous voyez très bien sur la carte de gauche, la carte Cassini, l'importance de l'hydraulique, l'importance aussi du petit relief sur lequel le village s'est inscrit, au sein d'une plaine et bordée par une sorte de colline boisée qui cadre complètement les vues. Un des enjeux forts, évidemment, c'était comme dans pas mal de villages du Pic Saint-Loup qui n'ont pas encore subi les étalements et les extensions urbaines, même si un petit peu ponctuellement, à gauche sur la photo, si on tire un peu plus la photo sur la gauche, malheureusement, c'était de conserver la silhouette du village. Donc là, la commune, après différentes hypothèses et scénarios, a fait le choix de zéro extension et donc de réellement créer tous les logements à partir de densification et de division parcellaire. Donc à la différence peut-être de Pascal précédemment, on a fait, nous, le choix de ne pas dire où on pouvait construire, mais plutôt de dire où finalement on ne pouvait pas construire. Enfin, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, mais de fixer une carte dans le zonage, qui est une carte qui reprend les éléments qu'on considère comme devant être permanents. Les murets, certains bâtiments présentant un caractère patrimonial fort, les arbres que vous voyez repérés ici, des petits éléments de petits patrimoines comme des puits, des éléments tout simples, puits, croix et autres. Donc vous avez ici en violet l'ensemble des murs qui sont protégés, qui seront protégés. Les arbres qui sont aussi protégés, que vous voyez ici en vert. Des alignements d'arbres de platane qui sont également protégés. Et l'idée, c'est qu'ensuite, à l'intérieur de ces éléments, vous voyez les pins, par exemple, qui sont au fond, sont protégés. Les tilleuls qui sont à gauche sont protégés. Le mur est protégé également, donc on ne pourra créer qu'une seule ouverture dans ce mur-là. Et finalement, les constructions vont venir s'implanter dans cet ensemble-là. Et ne pas, l'idée était, un petit peu comme les chemins qu'on conservait dans la ZAC, était de ne pas perturber le moins possible le contexte du village. Et donc de répondre à cette préoccupation de densification, comme tu le disais Pascal, effectivement, la pression aujourd'hui elle est très forte et les règles ne sont pas forcément très difficiles, mais souvent ce qui se passe c'est que comme il n'y a pas de règles ou quasiment pas de règles, on fait à la facilité, ou les gens qui découpent font à la facilité. La densification, c'est un vrai business, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans ça et qui savent l'exploiter à fond. Donc il faut arriver à fixer des règles pour s'assurer que on reste vraiment dans les caractéristiques et dans l'image rurale de ces villages ou l'image urbaine mais existante de ces villages. C'est à mon sens aujourd'hui, c'est pour ça que je souhaitais aujourd'hui présenter ces 3 exemples, un des enjeux majeurs quand on sait aujourd'hui que la politique sur les PLU, c'est vraiment zéro extension ou le moins possible. On a failli aller au zéro extension, puisque c'était ce que prônait Hulot cet été. La contrepartie, c'est qu'il faut absolument qu'on fixe des règles et un cadre. Et pour ça, on a un travail, nous, je pense, en tant qu'architecte, et particulièrement architecte et urbaniste, on a un travail important sur la façon, justement, de conserver un cadre, d'assurer un cadre dans lequel, ensuite, on puisse effectivement réaliser cette densification. Sinon, je crains que ce soit assez catastrophique dans certains, et ça a commencé dans certains secteurs.
Merci. Alors la question de l'étalement urbain, comment dire, par rapport à ce sujet-là, elle n'est pas facile forcément à connecter, mais en écoutant Pascal et Stéphane, je pensais qu'en fait l'étalement urbain, il est aussi lié à la nécessité ou la volonté ou l'envie ou le désir, je ne sais pas, de gens d'habiter dans des dispositifs qui ne sont pas les dispositifs du logement collectif habituel en ville. Et finalement, notre participation à ce combat contre l'étalement urbain, elle se situe sur ce projet certainement à ce niveau-là, dans la suite logique d'un certain nombre de travaux, de projets qu'on a fait par le passé. On a essayé de réfléchir ces dernières années à des typologies architecturales et des formes urbaines qui en découlaient, ou l'inverse, qui soient un tout petit peu différentes de ce qui est produit en général aujourd'hui par la ville. Donc ce travail, il s'inscrit dans un travail plus général que l'agence fait et qui intéresse l'agence, qui est de réfléchir à ces manières d'habiter qui ont un peu disparu ou qui sont difficiles à réactiver dans la ville d'aujourd'hui, compte tenu des outils de production du logement en ville aujourd'hui. Voilà. Alors c'est une expérience, moi je dis c'est une expérience, souvent quand j'en parle, parce que c'est un projet qui tente un certain nombre de choses, qui vont réussir, je l'espère, mais enfin, qui posera peut-être aussi, vous allez voir, qui pourrait éventuellement poser quelques problèmes. C'est un projet qui pose en tout cas des questions. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce projet-là, du processus de construction du projet, parce que c'est ça qui est intéressant. Et je pense que ce qui le rend intéressant, c'est justement l'originalité dans la manière dont il a évolué, dont il s'est fabriqué, dont tous les acteurs se sont investis et les choix qui ont été faits pour le réaliser. C'est le site de l'ancien lycée professionnel Mendes France qui a été libéré quand le lycée a été relocalisé de l'autre côté de l'autoroute, là en face d'IKEA. Ça, c'est une autre question, sur la question urbaine aussi, quand on sort tous les équipements. Bon, voilà. Mais il y a donc 6-7 ans, la ville et la SERM qui a porté cette opération pour la ville, ont racheté ce terrain à la région qui en était propriétaire et ont lancé une consultation pour une opération de logement avec un objectif qui était un objectif de construire une densité assez importante. La parcelle, bon après il y a eu des évolutions sur l'assiette foncière, mais disons que la parcelle est de l'ordre de 1,2 hectare, 1,3 hectare, et que la superficie construite est de l'ordre de 20 000 mètres carrés, quoi. Voilà, donc vous voyez, et c'est à peu près 240 logements sur 1,2 hectare. Donc c'est quand même assez considérable. Rapidement, quelques images du site au moment où la ville a lancé cette consultation. Voilà, avec des bâtiments à caractère universitaire. Là, une image du site qui avait déjà été partiellement démoli. Donc cette consultation, la ville la lance et auprès de 4 ou 5 cabinets sont retenus, non pas sur un concours et sur un projet, mais sur l'exposé d'une démarche et d'une méthodologie. On dit méthodologie, mais en fait c'est plutôt de l'approche que chacun a de ce qu'il va faire sur ce lieu-là. Et donc nous, ce que nous avons, nous avons proposé cette idée, un village au cœur de la ville, en utilisant d'ailleurs une photo qui est une photo que j'ai vue tout à l'heure dans l'exposition de l'équipe Babled là, sur Sainte.
et en disant on va essayer de s'appuyer sur tout ce qu'on peut trouver d'intéressant pour trouver une urbanité qui favorise l'avènement et le développement de l'espace public, en particulier de la rue. C'est une des choses auxquelles on croit fondamentalement. Et donc, cette idée de village, c'est pas de refaire un village pour donner la forme qu'avait un village avec une vision qui serait une vision nostalgique, mais c'est plus sur les dispositifs. Et tout à l'heure, quand je voyais la première image que Pascal, tu as montrée, de cette petite place que tu as trouvée super, où on voit justement un petit bout de jardin et puis surtout des escaliers qui descendent directement sur la place, avec cette manière de mettre en relation l'architecture et l'espace public. C'est ça qui nous intéressait, et c'est de ça qu'on a parlé le jour où on a rencontré le jury qui nous a auditionnés. Donc on a parlé... On a parlé d'échelle et de mesure, de la mémoire aussi d'un territoire, de la mesure de ce quartier qui était un quartier de faubourg, donc de tout le quartier qui est autour de ce site-là. On a parlé de mixité parcellaire, de croisement d'échelles de parcelles. Vous voyez par exemple ici le site de l'opération, et puis alors il y a effectivement... le boulevard Clémenceau, de grands immeubles, de grandes opérations, et puis derrière il y a tout un tissu, beaucoup plus de parcelles, beaucoup plus petites, de maisons, la rue des Orchidées, enfin un univers tout à fait qui nous a paru tout à fait intéressant, et on a expliqué que ce qu'on voulait chercher à construire, c'est une urbanité d'aujourd'hui, mais qui s'appuie un peu sur ces modèles-là. Les modèles on avait parlé, je revois les titres là, la chair de la ville, donc en disant voilà les impasses, les cours, les venelles, tous ces petits espaces qui font qu'on a du plaisir à habiter en ville, et que parfois on quitte la ville parce que pour aller habiter dans les lieux qui ont constitué l'étalement urbain, parce que on a l'illusion que on va pouvoir recréer cette urbanité-là. Donc on avait expliqué, je passe vite, donc on avait montré quelques exemples de choses que l'on savait faire. Et on a aussi indiqué que notre souhait ou l'expérience qu'on souhaitait construire sur ce lieu-là, c'était un cœur d'îlot sans voiture, c'est-à-dire effectivement un espace de rue qui se partagerait entre les piétons, les cyclos, voilà, et les habitants. Sans les voitures, toutes les voitures étant sous la parcelle. On a mis, donc ça c'est vraiment, c'est pas un plan, quoi, c'est une sorte de croquis qu'on a fait de manière assez intuitive, où on a dit voilà, donc il y a des petites parcelles qui vont se mélanger avec des grandes parcelles. On a pensé que pour arriver à créer cette dimension du village au cœur de la ville, il fallait que la rue, donc qu'on imaginait traverser l'îlot de part en part, et puis même reconnecter ensuite une autre branche qui remonterait sur le boulevard Berthelot, soit au cœur d'un dispositif qui lui permette d'exister. Et je reviens à cette idée du village, c'est-à-dire qui lui donne sa qualité. On a affirmé que les collectivités, comme la ville de Montpellier, n'avaient plus aujourd'hui la capacité, on le constate tous les jours, même si les choses changent, mais d'investir beaucoup d'argent dans l'espace public. C'est plus possible, je pense, sauf dans des cas très particuliers de centre-ville, de faire une très belle rue, d'y mettre beaucoup d'argent, de faire un beau jardin. Donc on a dit, finalement, la qualité de cet espace public va s'appuyer sur la qualité de ce qui va se passer de chaque côté. C'est parce qu'il va y avoir un petit jardin, il va y avoir une petite terrasse, il va y avoir des gens qui vont planter des fleurs. Ce qu'on voit d'ailleurs avec les micro-verdissements, que la rue aura une qualité, qu'elle sera investie, qu'elle va pouvoir exister. Et donc pour faire ça, on ne pouvait pas y mettre une échelle qui aurait été l'échelle du logement collectif. On a donc imaginé d'y mettre des petites maisons. Donc on a fait ce schéma-là aussi, qui est un schéma très primaire, quoi, où on a dessiné un damier. Et on a dit voilà, il va y avoir une rue qui passe au milieu, des petites maisons. Les petites maisons auront des petits jardins. Dans chaque petit jardin, il y aura un arbre. Et le paysage va se constituer de cette manière-là, en rejetant, entre guillemets,
une architecture un peu plus haute, sur la périphérie de l'îlot, c'est-à-dire au contact des architectures qui sont déjà des architectures plus importantes. Je passe très rapidement. Donc, on a installé un premier croquis, un peu comme ça, sur l'idée d'une rue centrale, piétonne, avec sa perpendiculaire, de 2 voies latérales qui seraient des voies de service, et qui serviraient, dans lesquelles les voitures n'auraient pas accès, mais qui serviraient pour les secours, pour les déménagements, pour des choses comme ça. Et puis, on a montré 2 ou 3 exemples de choses, vous voyez, en mélangeant d'une manière absolument immodeste le travail Cusi Maraval et Alvaro Siza, mais c'est parce que quand on avait fait ce projet-là, on s'était déjà inspiré du travail de Siza, disant c'est l'idée que la qualité qui est dans la rue, elle vient de ce que le type qui habite là, il a planté, et puis de l'énergie qu'il met à faire un petit bout de jardin. Voilà. On avait vécu un truc extrêmement incroyable quand on avait fait les Villas Vanille, là, dans cette petite ruelle, où un gars qui ne faisait pas du tout son jardin, d'abord parce qu'il était sur un fauteuil roulant, donc c'était très compliqué pour lui, avait été interpellé de manière très gentille par le voisin d'en face, en lui disant: est-ce que vous acceptez que je m'occupe de votre jardin, parce que votre jardin, c'est mon paysage. Et donc, voilà, on avait saisi là l'importance de ce rapport entre ce que je fabrique à titre individuel quand j'habite dans un contexte de ce type-là et la qualité que ça peut produire. Voilà. Bon, voilà, une maison, un jardin, voilà. Et on avait conclu avec cette coupe. D'ailleurs avec une coupe qui était beaucoup plus primaire à l'époque, celle-là elle a été refaite, qui montre l'idée de ce projet où on a la rue au milieu, qui est ici, et puis on a une architecture qui est à l'échelle des maisons, c'est pas forcément des maisons, ça peut être des logements, avec des appartements superposés, et puis de part et d'autre, des choses un tout petit peu plus hautes. On avait utilisé aussi quelques images d'urbanité, de grande densité d'urbanité parisienne, la rue Mouffetard, ou les villas parisiennes. Je pense que c'est la Villa Ferrandi, là où et où on trouve au cœur d'une très grande densité des espaces qui sont des espaces comme ça assez magiques, dans lesquels il nous semble qu'une autre vie peut se développer. C'est des choses qu'on a un peu perdues avec certainement, évidemment, l'avènement de la voiture et une urbanité qui s'est constituée pendant très longtemps exclusivement autour de la question de la voiture. Je passe encore sur des tas d'images ça montre un peu la constitution des choses, voilà, qui se répètent en plus. Oui, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a été lauréat de cette consultation, et la CERN nous a confié une mission d'urbaniste dans le cadre, on a fait un permis d'aménager très complet, dans lequel par exemple, donc c'était toutes ces images là dans lesquelles on a précisé le discours qu'on avait eu, et dans lequel on a simulé un projet de manière complète, en allant même jusqu'à dessiner l'espace public, le détail de certains éléments d'aménagement de l'espace public, produisant évidemment des représentations aussi, qu'il a été un petit peu, je ne sais pas, mais bon, de cette rue. Et puis, je passe encore sur ces images, voilà, en testant des éléments qui sont par exemple le parking en sous-sol, parce que voilà, il fallait que le permis d'aménager qu'on a fait a été le support d'un concours que la CERM a organisé, un concours de promoteurs. Donc il fallait effectivement quand elle allait annoncer à des promoteurs des droits à construire, et quand elle allait annoncer aussi des possibilités de stationnement, on soit à peu près sûr de ce qu'on faisait. Donc on a fait toutes ces choses-là pour arriver à un schéma de ce type-là, qui n'est pas le projet qui a été réalisé, qui en était une esquisse, et dans lequel on a identifié quatre lots. Je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais enfin, il y en a un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici. Et la CERM a organisé, nous a gentiment confié, nous a gentiment attribué
a indiqué qu'elle demanderait au promoteur qui serait choisi de nous attribuer 2 de ces lots en tant qu'urbaniste, et que, en revanche, 2 des autres lots devraient être attribués à d'autres architectes pour qu'il y ait ce qui est tout à fait logique, qu'il n'y ait pas une écriture unique, et puis qu'il y ait une forme de discussion, de débat, que le projet s'enrichisse des rencontres qui adviendraient. Il y a eu une première sorte de sélection d'architectes dans lesquels 2 architectes ont été retenus, c'est Pascal Péris pour cette partie-là et Christophe Gulizzi pour cette partie-là. Et on a continué à mettre en place toute une série de petites choses dans le cadre de permis d'aménager qui nous permettaient de définir des manières de faire les choses. Et en particulier, on avait imaginé que pour atténuer sur la périphérie, la hauteur c'est R+4. Donc pour atténuer quand même cet effet de hauteur, chose assez classique, on construirait un premier socle, disons, ou un premier bloc de bâtiment à une hauteur de R+2, et qu'ensuite on marquerait un niveau d'attique avec des retraits, avec des changements de matériaux. Bon, enfin, je passe tout ça qui est assez classique. Voilà. Des détails de coupe sur des manières de fabriquer la relation à la rue, de manières de fabriquer de clôture, des détails dans le cadre du permis d'aménager sur la manière de faire une clôture, de faire un portillon. Bon. Et puis on avait fait une maquette. Voilà. Là-dessus, maquette d'études. Là-dessus, qui montre la densité du projet. Là-dessus, un concours a été organisé. La SERM a organisé un concours de promoteurs. Des promoteurs ont été retenus. Donc 3 promoteurs ont été retenus avec un mandataire. Donc ça a été Kaufmann, MEA et Pitch. Et on a commencé à dessiner le vrai projet pour arriver à ça c'est un plan du rez-de-chaussée, pour arriver à ce résultat-là. Et on a déposé un permis de construire commun avec donc 3 promoteurs, 4 architectes. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a eu un travail absolument considérable. Alors que la volonté de la ville, c'était, et de la SERM, mais de la ville à travers la SERM, c'était que cette rue reste un véritable espace public, qu'elle ne puisse pas, comme ça avait été le cas dans d'autres tentatives qu'elles avaient faites, être fermée au moment où la majorité d'un syndic de copropriété ou d'une association de syndics de copropriété voterait le fait de la fermer. Et donc, il y a eu un travail très important avec des notaires et avec des avocats pour que le statut de cet espace, construit par les promoteurs, soit celui d'une servitude publique qui fait qu'en fait, la seule modification possible, c'est un vote à la majorité au conseil municipal. Donc voilà, c'est compliqué donc, pour arriver à modifier ça. Voilà quelques images ensuite du projet. Donc cette idée on avait défendu aussi en particulier l'idée que pour que la rue... J'ai fait une bêtise encore ? Non. Pour que la rue soit agréable à vivre, en tout cas il faut aussi qu'elle soit j'aime pas le terme, mais d'une certaine manière contrôlée. C'est-à-dire que quand on se promène dans cet espace, on n'est pas envie, enfin on n'est pas le sentiment qu'on pouvait y faire n'importe quoi, simplement parce qu'on avait que l'évidence était qu'on nous voyait dans la rue. Et un des éléments peut-être qui est assez dramatique dans la manière dont, moi je trouve, dans la manière dont on construit aujourd'hui l'architecture, c'est la façon, mais toujours liée à la voiture, dont on construit les rez-de-chaussée, et qui fait qu'on va même parfois jusqu'à faire des rez-de-chaussée qui sont complètement aveugles, et qui fait que donc l'espace public, la rue, elle est abandonnée parce que plus personne n'a envie de se promener dans des lieux aussi dégradés, et peut-être même les gens finissent par avoir peur de laisser leurs enfants jouer dans des lieux qui ne sont pas contrôlés par le regard que l'on a quand on habite simplement, comme dans un village, au bord de la rue. Voilà, donc quelques images de maquettes aussi qui ont été faites. Donc ce projet a été, ce projet a été d'une manière assez étonnante, et je ne sais pas très bien pourquoi,
240 logements, 1 hectare 2, 0 recours. Alors, certainement parce que le maire, ou la ville, beaucoup de gens se sont investis pour en parler, pour le présenter, mais j'espère en tout cas que ça vient aussi du projet qui porte, malgré sa densité, cette alternative, c'est-à-dire de cette idée qui a séduit tous les gens du quartier, même si pour eux c'était quand même une révolution. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit aussi difficile au niveau du chantier, parce que ça c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a eu une sorte d'acquiescement général à cette proposition. Je passe rapidement sur des images qui sont les bâtiments sur le boulevard Clémenceau sont en train de se terminer. Et puis voilà, maintenant quelques images du projet qui est quasiment terminé, avec pratiquement 1 an de retard. Donc je vais pas... c'est un autre sujet, quoi, mais voilà, ça a été un chantier extrêmement compliqué. Donc on voit là tous les principes qui ont été mis en place. Alors là, malheureusement, les photos ont été prises. Une des dernières choses qu'il reste à faire, c'est aussi planter. C'est-à-dire qu'il y a quelques arbres qui ont été plantés, mais là, on n'est pas du tout... Ils vont l'être. Hein, les promoteurs se sont bien entendu engagés d'une manière extrêmement... comment dire rigide à le faire, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait parce que le chantier est compliqué. Voilà, donc des terrasses, voilà la rue, donc avec cette ligne que l'on a laissée, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des fois des deux côtés, pour planter un jardin. On a travaillé avec une botaniste qui s'occupe de ça, pour planter un jardin sauvage, ou un jardin qui va être entretenu par les habitants eux-mêmes, un peu dans l'idée de tout ce qui se fait aujourd'hui sur les trottoirs de certains quartiers de Montpellier, et qui est très beau. La place qui est en cours de finition, ou une petite place où on voit, vous voyez, je ne sais pas si on voit quelque part ces fameux escaliers qui descendent, ces terrasses qui donnent sur l'espace public. Il y a une chose, ce qui a été alors il y a eu, c'est très compliqué de faire ça. C'est très très compliqué, parce que pour arriver à faire en sorte que... et on a eu la chance d'avoir une forme d'enthousiasme autour du projet de la part de tous les gens qui ont participé. Je pense en particulier au service de la ville de Montpellier, parce qu'on a réussi à convaincre, par exemple, les services, alors ça c'est pas de la ville de la métropole, qu'il fallait pas rentrer avec un camion pour récolter les poubelles dedans, parce que sinon ça devenait catastrophique. Mais ça a été très long, donc on a mis en place des dispositifs pour ça. On a réussi à convaincre les services techniques de la ville de Montpellier parce que c'est un espace qui est un espace public, puisqu'il y a une service d'utilité publique, donc il est entretenu par la commune. On a réussi à convaincre que, mais même si ça fait 3 mètres de large, c'est pas très grave. On peut pour intervenir, on peut le faire. Et un truc auquel moi je tenais énormément, c'est que l'éclairage public soit pas des potences, enfin, vous voyez, des mâts avec des trucs, mais ce soit, comme d'ailleurs ça se fait dans les centres anciens, ou voilà, ce soit des gamelles pendues au milieu de la rue, parce que je trouvais que j'ai toujours adoré ce truc-là. Voilà, ça donne un côté, c'est très domestique, quoi. La rue est éclairée comme le salon de la maison est éclairé, quoi. Donc c'était... Et c'est curieux, mais c'est quand même un très très grand combat pour arriver à faire ça. Voilà. Parce qu'il faut aller accrocher des câbles sur les maisons qui sont à des promoteurs différents. Enfin voilà. Voilà donc encore quelques images du projet qui, j'espère, va être maintenant très bientôt terminé. Par exemple, ça, c'est la vue du côté du supermarché, donc avec évidemment là des hauteurs plus importantes, mais ce travail aussi sur les ruptures de niveau, éclairé le soir. Quelques images sur les façades sur rue qui sont en train de se faire, qui sont en briques avec des grilles métalliques. Et voilà. Merci.